Sarah Knafo, merci encore d'être notre invitée ce soir, à la veille de votre départ pour le CPAC, le sommet des conservateurs à Washington. Beaucoup de questions, je vous disais, pour vous en tant que député Reconquête. On va revenir dans un instant sur la chronique de Charlotte Dornelas et sur l'actualité. Et ce sommet que l'on voit, cette réunion informelle, comme dit Charlotte Dornelas, que l'on voit se terminer à l'instant. D'abord, le discours de J.D. Vance. Est-ce que, selon vous, c'est un camouflet pour les Européens, de l'ingérence, comme disent certains, ou bien un souffle salvateur ? Je vais vous dire, sur le discours de J.D. Vance, moi, c'est pas du tout un discours qui m'a surprise. D'abord parce que je sais que J.D. Vance représente un courant duquel je me sens proche, duquel nous sommes proches chez Reconquête. D'autre part, parce que ce qu'il a dit représente pour moi des évidences. Le fait de dire que les dirigeants ne doivent pas avoir peur de leur peuple, que ça s'appelle la démocratie, oui, qu'on ne doit pas censurer le peuple ni le craindre, tout ça me paraît évident. En revanche, ce qui m'a étonnée, c'est les réactions à ce discours. Alors, d'une part, les réactions émerveillées, comme si on n'avait jamais entendu un discours pareil. Je veux faire offense à personne en rappelant que sur ce même plateau, vous avez un homme qui s'appelle Éric Zemmour et qui a déjà parlé de tous ces sujets en long, en large et en travers. Ce sont des sujets qu'on partage évidemment chez Reconquête. Je crois que parfois c'est un peu triste de voir que certains ont besoin que la vérité leur soit dite par des étrangers. On n'a pas besoin d'attendre notre salut de l'étranger. Ce que J.D. Vance a dit, on le sait. Je pense que c'est Reconquête qui représente le mieux ce courant de pensée en France, parce que nous ne nous alignons pas sur J.D. Vance, il ne s'aligne pas sur nous, mais on représente tous deux des grandes aspirations populaires qui sont en train de traverser tous les peuples occidentaux. Donc d'une part, certains ont été surpris et émerveillés, et d'autre part, et c'est peut-être les pires, certains se sont mis à hurler à l'ingérence, parce que J.D. Vance a dit il faut que l'Europe soit fidèle à la civilisation à laquelle on appartient tous deux, à savoir la démocratie, la liberté. Et alors là, je me suis un peu souvenue de l'historique des discours que certains avaient pu prononcer les uns chez les autres. Et alors, il faut remonter peut-être à Kennedy, qui, à Berlin, vient de dire « Ich bin ein Berliner ». Alors, à l'époque, personne n'avait dit que c'était de l'ingérence. Et pourtant, c'était déjà une leçon faite à la civilisation européenne pour lutter contre le communisme à l'époque. Donc déjà, c'était un appel d'un Américain à l'Europe à lutter contre un totalitarisme. On pourrait voir le discours de J.D. Vance de la même manière. Mais si on prend ce que nous-mêmes on a fait, rappelons-nous de ce que fait Dominique de Villepin en 2003. Il va à la tribune des Nations Unies et il fait une leçon sublime au gouvernement américain, devant eux, en leur disant ce que vous faites, ce n'est pas l'image qu'on se fait de notre civilisation commune. Et ça, à l'époque, personne n'a dit que c'était de l'ingérence. Tout le monde a applaudi des deux mains en disant que c'était notre droit et parfois même notre devoir au sein d'une même civilisation. Absolument. Et là, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, quand on voit le continent européen, en fait, qu'est-ce qu'a dit J.D. Vance ? Et peut-être que ça fera plaisir à Mathieu Bock-Côté. Je donne un dernier exemple historique où on n'a pas dit que c'était de l'ingérence. Le général de Gaulle au Québec. Quand il dit « Vive le Québec libre », je pense que même les Québécois qui s'en souviennent ont encore les larmes aux yeux en se rappelant de ce moment et de ce discours. Vous pourrez que me le confirmer. Le gouvernement canadien, par ailleurs, hurle à l'ingérence pendant 50 ans. Ça, j'imagine bien. Et les Québécois, aujourd'hui, s'en souviennent, ils ne pensent pas à l'ingérence. Ils se disent, on a un cousin venu de France qui vient nous rappeler ce que nous sommes. Et nous, on a un J.D. Vance qui vient et qui nous dit « Vive l'Europe libre ». On voit ceux qui applaudissent et ceux qui se mettent à hurler à l'ingérence. Et alors, dernière chose sur ce sujet, les mêmes qui hurlent à l'ingérence, je ne les ai pas beaucoup entendus quand il y a eu le scandale de l'USAID, qui a révélé que parfois les mêmes, je ne vais pas donner de nom pour ne pas être polémique, mais parfois les mêmes avaient accepté des millions d'euros de la part des États-Unis sous Joe Biden et sous Obama. Et alors à l'époque, l'argent n'avait pas d'odeur. C'était pas une ingérence. Mais un petit discours et 3 tweets d'Elon Musk, là, c'est l'ingérence. On en avait parlé effectivement sur ce sujet de l'USAID avec Mathieu Bock-Côté. On en parle dans un instant. Alors là, on vient de voir, Sarah Knafo, la fin de la réunion informelle sur la sécurité en Europe. En quoi l'Europe affiche-t-elle sa fébrilité ou bien sa force avec cette réunion de dernière minute organisée ce jour à l'Élysée? On voit que c'est une réaction à tout ce qui s'est passé ce week-end. Je pense que Charlotte Dornelas a parfaitement exposé les enjeux. On a l'impression que l'Europe se réveille d'une longue sieste idéologique où elle a pensé, je dirais, depuis la chute du mur de Berlin, qu'il n'y avait plus besoin de se battre, que l'histoire était terminée, qu'on pouvait engranger, comme on disait à l'époque, les dividendes de la paix, qu'on n'aurait plus besoin d'investir dans notre défense. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, devant notre fébrilité, quand les États-Unis disent qu'ils vont se désengager de la sécurité du continent européen, on s'aperçoit d'à quel point on panique.
Ce qui est comique d'ailleurs, si je reviens sur les questions d'ingérence, quand les États-Unis nous disent maintenant on va vous lâcher, on va plus se mêler de vos affaires en termes de défense, alors là on est presque à les supplier de continuer de rester à nos côtés, de mettre de l'argent. Enfin bon, l'ingérence c'est pas pour l'argent, je pense qu'on aura compris. Mais donc soudain, l'Union européenne se dit en fait, peut-être qu'on a eu tort de désinvestir dans notre défense. Et je pense que ce sont ces dirigeants-là qui sont les plus coupables. Quand on regarde qu'aujourd'hui, un grand pays comme la France ne serait pas capable de tenir plus que 3 jours s'il y avait demain une guerre de haute intensité sur son sol, et parce qui a l'arme nucléaire et qui a le seul siège permanent. Ouais, et le seul à avoir le siège permanent. On a des atouts militaires énormes. Et pourtant, on a désinvesti. Pourquoi est-ce que ce qui nous arrive en ce moment, j'entends, c'est un camouflé, c'est très dur, des uppercuts, etc. pour l'Europe. Pourquoi est-ce que ça peut être une opportunité immense pour la France ? Parce qu'on est le pays du continent européen qui a le plus d'atouts militaires. On a l'arme nucléaire, on a un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Permanent. On a une industrie de défense qui, sans être chauvine, est à mon sens la meilleure du continent, voire la meilleure du monde, parce qu'elle permet aux pays qui nous achètent des armes d'être véritablement souverains, contrairement à ceux qui achètent des armes aux États-Unis. Donc je pense que ce serait un moment pour mettre enfin le reste des nations européennes au pied du mur, en leur disant « Vous avez bien compris ce que le général de Gaulle vous disait depuis maintenant des décennies. Il vous disait « Misez sur vous-même pour votre propre sécurité. Ne mettez pas votre défense dans les mains d'un continent étranger. Ne la mettez pas à Washington. » Peut-être que demain, la sécurité du continent pourra se décider depuis Paris. Je pense qu'on a tous les atouts pour le faire. Et à mon avis, il faudrait conditionner le fait de devenir le leader militaire du continent à un bénéfice économique qu'on pourrait en tirer et dire, par exemple aux Allemands, mais aux autres nations, maintenant cessez d'acheter américain. Vous achetez des armes françaises, ça fera vivre notre industrie de défense, ça augmentera les moyens qu'on pourra mettre dans la protection de notre continent. Et là, on sera véritablement souverain. Les premiers à dire, qui diront non, ça va être l'Allemagne, on le sait déjà. Alors on sait que c'est difficile, ça serait le rêve, mais c'est difficile. Ça fait des années qu'ils disent non, ils ont déjà trahi la promesse qu'ils avaient faite au général de Gaulle. C'est à ce moment-là qu'il dit les traités valent ce que valent les roses, elles se fanent en un jour. C'est à ce moment-là, quand il comprend que l'Allemagne va le trahir pour aller se mettre sous le parapluie américain. Mais je pense que s'ils ne se réveillent pas aujourd'hui avec un Trump qui leur dit en face, les yeux dans les yeux, je ne veux plus vous protéger, ce n'est pas à l'électeur du Wisconsin de financer votre sécurité. Si là, ils ne le comprennent pas, ils ne le comprendront jamais. On va voir effectivement, je me suis renseignée pour l'instant, rien ne sort réellement de cette réunion, comme l'a dit Charlotte Dornelas, à part Olaf Scholz. Bon, on n'a rien pas vraiment d'informations, si on en a plus, on vous tient au courant, bien évidemment. Avant de parler de l'USAID et des répercussions éventuelles en France, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose ? On est à 1 mois quasiment, parce que vous partez demain, je le rappelle, donc pour ce sommet des conservateurs, on est à 1 mois du bilan de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Le 20 février, le 19 janvier. Est-ce que vous pouvez faire un bilan au niveau Israël, au niveau des ingérences, au niveau de ce qui a été dit, au niveau de ce qu'il a fait concrètement, au niveau de cette guerre en Ukraine qu'il a dit qu'il veut arrêter en 1 mois? Quel est votre bilan, votre regard sur son bilan? Déjà, c'est intéressant qu'au bout d'1 mois à peine, on s'intéresse à son bilan. Si on était cruel, on demanderait quel est le bilan de François Bayrou en 3 mois. Si on était encore un peu plus cruel, on demanderait qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron en 8 ans. Il y a encore des macronistes qui nous disent qu'il n'a pas eu le temps d'agir en 8 ans. Et alors, si on regarde ce qu'a fait Trump, alors moi, je suis ni une groupie, ni devenue soudain atlantiste. Je pense qu'on jugera son bilan à la fin. D'ailleurs, ce sont les Américains qui le jugeront. Et ça ne réglera pas nos problèmes. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il y a de positif à regarder dans ce qui se passe aux États-Unis et qui peut nous intéresser en tant que Français ? Je dirais que la première chose, c'est le fait de redonner confiance dans l'action politique. Je pense que ça peut remuer quelque chose chez nous, Français, qui sommes devenus fatalistes, et à juste raison. Je comprends pourquoi les peuples occidentaux sont devenus fatalistes, à force d'avoir élu des gens qui leur disaient finalement on peut rien faire. Il y a des manifestations, il y a des grèves, il y a les juges qui nous empêchent, il y a tel traité ou tel autre. Des gens qui ne voulaient rien faire en réalité. Je pense que les gens ont perdu confiance dans l'action publique. Et quand on voit un Donald Trump qui, à peine arrivé, a mis en œuvre une méthode tellement efficace avec 10 décisions par jour, mûrement réfléchies. Et je pense que c'est aussi la défaite qui lui a permis de penser pendant 4 ans à son plan d'exécution une fois arrivé. Je pense que ça, c'est de nature à donner confiance. Si on prend quelques exemples, il montre qu'on peut effectivement revenir sur les gabegies de l'État.
En France, on a le sentiment qu'il y a un effet cliquet. Une fois qu'on a dépensé, on n'arrivera plus jamais à revenir dessus. On a peur de la CGT, on a peur de tout, on a peur des fonctionnaires. Là, il nous montre qu'en fait, d'un trait de plume, on arrive au pouvoir. Si on a la légitimité populaire, si on a le peuple avec nous, alors il n'y a pas d'obstacle en réalité. C'est ce que je voulais dire, Colombie. Je souligne rapidement que pour faire écho aussi au propos de J.D. Vance, si on a la légitimité populaire, effectivement, si on vote pour la personne qu'il faut. Exactement. Exactement. Il faut faire le bon choix et ça montre à voir que c'est possible. Donc à mon avis, ça peut déjà pousser des gens au vote. Ça peut leur montrer que l'action politique, y compris aujourd'hui, a encore un sens et peut avoir une efficacité. Ce mélange entre la légitimité et l'efficacité, je pense qu'ils sont en train de l'incarner aujourd'hui. Et ils viennent mettre à mal un récit selon lequel les démocraties modernes sont irréformables, on n'arrivera jamais à rien. Quand on voit ce qu'il fait avec la Colombie, typiquement, on a parlé pendant longtemps du plan qu'il faudrait avoir vis-à-vis des États qui ne reprennent pas leurs clandestins. Ouais. Et là, on voit qu'en 2 heures, il a traité la question colombienne. Il a menacé et il a obtenu. Et donc, la Colombie a carrément envoyé son avion présidentiel pour aller chercher ces criminels colombiens. Et la question a été réglée en 2 heures. Nous, ça fait 30 ans qu'on n'arrive pas à régler la question algérienne. Mais il montre à voir que c'est possible. Et alors ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant. On pourrait citer évidemment les otages israéliens et beaucoup d'autres sujets sur lesquels il arrive à obtenir des résultats rapides parce qu'il n'a pas peur du candidaton, tellement il sait qu'il est soutenu par son peuple. Et là, justement, pour ce qui se passe au niveau avant de parler de l'UCED, pour ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, vous pensez que là aussi, il aura un point positif à jouer, un bilan positif, selon vous? Déjà, Parce que beaucoup se sont moqués, en fait, en disant que oui, il avait dit qu'il allait être l'homme de paix, qu'il allait régler le problème en 24 heures, et finalement, ça n'a pas été tout à fait ça. Déjà, on voit qu'il a réussi à mettre les deux dans une disposition où les deux veulent discuter. Ce que racontait Charlotte tout à l'heure sur les concessions que l'un et l'autre sont prêts à faire. J'entendais Monsieur Zelensky qui disait qu'il était tout à fait prêt à négocier. Et on ne l'avait jamais entendu, lui, dire qu'il était prêt même à discuter. Un cessez-le-feu ou à la paix. On ne parlait pas de paix. Oui. Donc là, on voit déjà une première avancée. Je ne dis pas que c'est un magicien, aucunement. On verra ce qu'il en ressort. On verra s'il arrive à obtenir une paix qui soit quand même assez juste. Mais on voit que c'est le premier qui a réussi à faire avancer la discussion. Et on va voir effectivement cette semaine entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Riyad en Arabie Saoudite. Après les découvertes de scandales financiers avec l'USAID, on en a parlé avec Mathieu Bocoté ici. Qu'en est-il de la France et de son aide au développement? Parce que là, on a été vraiment surpris, parce que vous aviez déjà abordé ce sujet lorsqu'on voit que justement Donald Trump et Elon Musk ont eu des résultats très concrets. On se pose beaucoup de questions en France. Exact. Déjà, pour revenir en 2 mots, même si vous en aviez déjà parlé, l'USAID, donc c'est l'équivalent de l'Agence française du développement en France. C'est cette agence qui distribue les subventions, les aides et les prêts à différents États. Donc parfois c'est à des associations, parfois des entreprises, parfois malheureusement des médias. On en apprend tous les jours. Premier pourvoyeur en aide humanitaire au monde. Absolument. Il y a un responsable de l'administration américaine qui disait est-ce qu'il y a un seul État qui n'a pas bénéficié de l'USAID? C'est pas certain. Malheureusement, on peut en dire autant de l'Agence française du développement. Qu'est-ce qu'on a découvert avec l'USAID? Déjà des ingérences partout, pour le coup des vraies ingérences, notamment dans les médias, notamment pour faire plier des gouvernements. On a découvert des projets aussi absurdes que des bandes dessinées transgenres au Pérou ou que sais-je. Et alors ça pourrait prêter à sourire en se disant mais ils sont fous ces Américains. Sauf que quand on regarde chez nous, malheureusement, on n'est pas en reste. Et donc j'ai essayé de vous apporter la liste. J'invite tous ceux qui écoutent à aller sur le site afd.fr. Donc tout le monde peut tout trouver. C'est pas des informations qu'il y a des révélations secrètes qui arrivent là. Oui, absolument. Et donc c'est pas des informations qui sont secrètes. Des informations que vous n'avez pas encore données. Non, jamais. Alors attendez, je m'installe. Je vais regarder ça aujourd'hui. Alors déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais parlé un jour du fait qu'on aidait la Chine. Qu'on donnait presque chaque année 130 millions d'euros à la Chine. Donc la première puissance économique du monde, on l'aide à se développer. Ça ne manque pas de saveur, alors que chez nous, on manque de tout. Et donc je me suis dit, mais alors comment on l'aide? Qu'est-ce qu'on a réussi à inventer pour aller donner concrètement de l'argent à la Chine? Je vous lis quelques projets. Le premier, restauration écologique du district de Pignan, province du Fujian, désolé pour la prononciation s'il y a des sinisants chez vous, en Chine. Le but, améliorer l'environnement écologique et le cadre de vie des habitants du district de Pignan en ramenant la nature et la biodiversité dans la ville. Modique somme de 40 millions d'euros. On est engagé sur ce projet jusqu'en 2042. Ça a été signé en 2022, donc sous Emmanuel Macron, source toutes les sources. Deuxième projet, protection de la source du fleuve. Attendez, laissez-nous digérer, pas trop vite non plus. On digère. Donc 40 millions d'euros jusqu'à 2042 pour la Chine sur ce projet. Absolument. Deuxième, protection de la source du fleuve Kianjiang et du développement urbain durable de Kaiyuan.
Le projet créera une synergie entre le parc national de Kianjiangyang et la ville de Kahua, fondée sur l'excellence environnementale, la restauration des services écosystémiques. Je pense qu'il y a des mots bingo. Si on met les mots, on peut avoir quelques millions supplémentaires. Il faut mettre environnement, genre, inclusion, et vous avez quelques millions. Je pense qu'il y a vraiment des spécialistes du dossier de subvention. Ils y arrivent, ils obtiennent des millions. Alors là, 65 millions d'euros. 2022-2042. Le fleuve Kianjiang. Avec l'argent des Français, votre argent. 2022, c'est frais en plus. Hein. Ah oui, c'est dans longtemps ça. Troisième exemple. Institutionnaliser en Jordanie et mettre à l'échelle, tenez-vous bien, la budgétisation sensible au genre. Budgétisation sensible au genre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est 151 millions d'euros. 2022-2025, 151 millions d'euros en 3 ans. Ça en fait des sommes. Quatrième exemple. Programme de renforcement de l'égalité de genre dans l'accès aux opportunités économiques en Albanie. 51 millions d'euros, 2021-2033. Ça encore. On voit tout notre argent qui part sous nos yeux. Cinquième exemple, alors vraiment là c'est pour la route. Le cirque comme vecteur d'avenir pour la jeunesse d'Afrique du Sud. Le cirque. Le cirque. 30 000 euros. Pas mal. Et là, alors là, celui-ci, il est moins drôle. 44 millions d'euros pour la sécurisation hydrique et alimentaire à Gaza, octroyé en 2018 et engagé jusqu'en 2025. Je ne sais pas qui peut nous promettre à l'Agence française de développement que cet argent n'est pas intercepté par le Hamas. 44 millions d'euros de la poche des Français sur lequel on s'engage jusqu'en 2025. Alors, dernier pour la route, parce que je suis obligée d'en parler. La France qui finance aussi le programme de préservation de l'agrobiodiversité oasienne, c'est en Algérie, dans la vallée du Mzab. 600 000 euros sur 3 ans jusqu'en 2026. Donc on a des agriculteurs qui n'arrivent pas à survivre chez nous. On ferme des classes toute la journée dans les zones rurales. Mais c'était important de financer la vallée du Mzab. Voilà, bon, moi je ne sais pas du tout comment vous le prenez, mais en tant que contribuable française, je trouve ça scandaleux. Vraiment absolument scandaleux. Je pense qu'on ne prend pas la mesure de ce que c'est. De prendre l'argent dans la poche des Français pour aller l'envoyer comme ça au monde entier, pour gaspiller dans des projets ubuesques. Franchement, j'en ai pris certains. Je suis sûre que je n'ai pas pris les pires. J'invite tout le monde à aller regarder par soi-même. C'est terrifiant de voir ça. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on voit avec l'exemple aujourd'hui des États-Unis qu'il suffit d'un trait de plume pour supprimer ces folies. Et je pense que c'est aussi la philosophie du budget, c'est de se dire que rien n'est jamais acquis. Chaque année, c'est redébattu. Ça aussi, c'est la définition de la démocratie, de redébattre le budget par la représentation nationale. Et donc, il ne suffirait que de le vouloir pour dire que tout ça, on arrête et qu'on rend cet argent aux Français. 130 millions, 65 millions, 151 millions. Peut-être une dernière question, peut-être Mathieu Bocoté. En fait, une question que vous allez. Et ensuite, on fait votre chronique. Vous allez aux États-Unis demain. Petite question toute simple. Est-ce que vous ne craignez pas que Trump abîme lui-même sa présidence, qui en inspire certains en Europe? D'un côté, sa déconstruction du wokisme intérieur, le fin du financement débile du USAID, on entend. De l'autre côté, les menaces d'invasion du Groenland, un pays qui est associé à l'Union européenne. Est-ce que vous ne craignez pas que finalement Trump soit le pire ennemi de Trump pour ceux qui veulent s'en inspirer en Europe? C'est possible. C'est-à-dire que moi, je ne serai jamais la porte-parole de la Maison-Blanche. Je ne suis pas américaine. Et je vous dis peut-être qu'à la fin, son bilan ne sera pas bon. Ce sera aux Américains d'en juger. Je pense que nous, ce qu'on peut faire de mieux, c'est essayer de prendre ce qu'il y a de meilleur et aussi essayer de donner à voir. Je prends l'exemple de Donald Trump en disant il montre aux Européens fatalistes que c'est possible de changer les choses. Je pourrais aussi vous dire Milei d'un point de vue économique, je pourrais vous parler de Bukele d'un point de vue sécuritaire et carcéral. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qui peuvent casser le fatalisme et c'est uniquement pour cette raison-là qu'il faut les donner à voir.